Merci d'être resté encore maintenant alors que... Oui, c'est vrai, j'oublie toujours le micro. Merci d'être encore resté maintenant alors qu'il serait temps de rentrer chez soi, donc je vais essayer d'être bref. La ventilation pédiatrique, ben oui, c'est tout un sujet qui va reprendre beaucoup de choses qu'on a déjà dites, notamment sur l'intubation, que Lalo nous a dit sur la ventilation adulte. Quelques petits points, je ne vais pas tout passer en revue, je vais simplement passer quelques petits points en revue. C'est bon, les spécificités anatomiques, je crois qu'il est important de les rappeler. Je ne vais pas toutes les rappeler, je vais juste rappeler quelque chose d'important dont on doit se rappeler. Quelque chose pour l'intubation, et ça va revenir, on va pouvoir discuter, on pourra voir ce que tu as dit tantôt. Quelques spécificités physiologiques de l'enfant qui font que ce n'est pas du tout la même chose de ventiler un enfant et un adulte, et surtout d'endormir un enfant et un adulte. Et enfin, la ventilation protectrice, puisque tout le monde en parle, ben, il faut bien en parler aussi. Donc voilà les quelques topics dont on va parler. Alors, je suis arrivé à un âge où il faut que je remercie les gens, puisque bientôt je n'aurai plus le faire. Et je dois remercier un de mes premiers patrons, qui était un de mes patrons en Belfast, qui était Henry Halliday, qui est vraiment le pionnier dans la ventilation pédiatrique, et avec lequel j'ai eu la chance de travailler et de faire des guerres pendant 1 an. Et puis Walid Abré, que vous connaissez tous sans doute, que vous avez déjà tous entendu, et qui a fait un excellent site sur la ventilation pédiatrique, et je vous conseille d'aller le voir, parce que c'est vraiment... Il est pensionné en même temps que moi il y a 2 ans, donc maintenant on l'entendra moins aussi, mais c'est vraiment quelque chose qu'il connaît très bien. Et puis mon ami Francis, avec qui j'ai encore la chance de travailler encore maintenant, chaque fois qu'on part en mission au Congo ensemble. Donc lui aussi a fait beaucoup sur la ventilation pédiatrique. Il a écrit ce merveilleux livre sur l'équipement en anesthésie pédiatrique que vous devriez avoir tous en tous les cas, pour choisir votre équipement. C'est des choses, c'est des gens que je voudrais remercier là-dedans. Et c'est sur eux aussi que je me suis basé pour faire cet exposé. Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi faire un exposé sur la ventilation pédiatrique alors que vous êtes tous des anesthésistes chevronnés? Mais parce que l'étude Apricot, là, qu'on voit ici, il y a quelques années, qui a été publiée maintenant, montre bien, si je retrouve là, que c'est surtout des problèmes de ventilation et de problèmes d'airway chez les enfants qu'on rencontre et chez les petits. Après, ça a tendance à diminuer pour avoir des problèmes cardiovasculaires, mais chez les petits, c'est surtout des problèmes d'airway qu'on rencontre. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à bien comprendre comment s'en sortir et ne pas avoir ces problèmes. L'autre étude qui vaut la peine qu'on fasse cet exposé, mais c'est une étude à laquelle Francis a participé et qui montre que même en 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pas énorme le temps qu'il y a, il y avait, dans une étude qu'ils ont fait en France, ils ont montré qu'il y avait encore une large une habitude de ventilation et que peu de centres, même 50% des centres seulement, employer les critères qui étaient recommandés par ce qu'ont dit les experts, mais enfin, les critères qui étaient franchement reconnus. Et quand on regarde bien, si ça vous amuse, vous allez retrouver ça dans Pediatric Anesthesia, cet article, vous voyez qu'il y a encore des aberrations qui se passent en 2020, et à mon avis en 2024 encore aussi. Donc je pense que ça vaut la peine de parler de ça. Alors je ne dis pas que vous faites des aberrations, ne croyez pas que je vais aller dire ça, mais enfin ça vaut la peine qu'on y réfléchisse tous ensemble. Alors, quelques particularités anatomiques, vous savez tous que vous avez tous ce schéma en revue qu'on a appris quand on était au cours déjà, et qu'une chose qui est intéressante à se rappeler quand même, c'est que le nouveau-né, il respire par son nez. Il est obligé de respirer par leur nez, et toutes les mamans connaissent ça. Et maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir 8 petits-enfants. J'en ai encore gardé 2 hier soir, donc je commence à les connaître. On a même maintenant des espèces de petites pipettes pour vider le nez des enfants que je ne connaissais pas quand moi j'étais papa. Et maintenant, mes filles s'amènent avec des tas de pipettes pour vider le nez des enfants. C'est bien la preuve que c'est important qu'ils puissent respirer par leur nez. Et donc ça, c'est une des premières choses. Les autres choses, vous les connaissez, elles sont peut-être moins importantes, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, pourquoi est-ce que les enfants doivent respirer par leur nez? On se demanderait bien pourquoi.
Mais en fait, la seule chose pourquoi ils doivent respirer par le nez, sinon ils savent pas boire leur biberon. Et je ne savais pas ça, moi. J'ai découvert ça dans un article qui n'est pas si vieux que ça, qui a été publié dans le Canadien, et c'est fait en fait pour que les gens puissent boire leur biberon. Alors nous, quand est-ce que nous on fait ça? Mais nous, on fait ça quand on fait des Adfundum. En fait, on apprend à bloquer la glotte, à respirer par le nez pendant qu'on vide les chopes. Et donc, ça peut être utile pour nous aussi. Plus pour moi, j'ai passé l'âge de faire ça, mais dans le temps, je faisais ça. Alors, il faut savoir aussi qu'il y avait des choses qu'on faisait qui étaient des aberrations. On essayait soit de mettre les enfants couchés sur le dos avec rien en dessous d'eux, et je vois encore ça souvent quand je passe dans les salles, je vois des PG qui endorment avec un enfant, il n'y a pas de petit rouleau. Ou bien nous, ce qu'on a fait pendant tout un moment, on mettait des gros rouleaux en dessous des épaules parce qu'on se pensait que plus on mettait un gros rouleau, mieux ça allait aussi. On ne se rendait pas compte en fait qu'on bloquait la larynx au niveau de... Donc il faut arriver, je crois, à trouver exactement la bonne position. Et il y a un très très bon site qui a été fait par la Tufts University. Si vous cherchez Tufts University Pediatric Ventilation sur Internet, vous allez trouver ce site est merveilleux. Il explique en fait qu'il faut chercher, une fois qu'on a endormi l'enfant, avoir toute une panoplie de petits trucs à côté de soi. Un petit coussin, un petit rouleau, un petit oreiller, un petit truc, et ainsi de suite, pour trouver la bonne position de l'enfant pour qu'il soit exactement dans la bonne sniffing position, c'est-à-dire une position neutre. C'est vraiment la bonne position qu'il faut avoir. Et ça veut dire que les choses doivent être parallèles. Le menton et le nez doivent être quasi parallèles. Le dessus du thorax et l'oreille doivent être parallèles. Ça, c'est les bonnes positions. Et vous devez trouver, vous devez avoir, parce que chaque enfant, ils ne sont pas tous les mêmes. Hein. J'en ai les 8 petits quêtes qui traînent chez moi de temps en temps, je peux vous dire, ils n'ont pas tous la même tronche, quoi, même s'ils viennent de la même famille. Donc, il faut vraiment trouver les choses qui vont pour l'enfant que vous avez chez vous, et ça vaut la peine d'avoir toute la panoplie à côté de vous. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut et apprendre ça surtout aux gens, parce que vous ne serez pas toujours à 10 dans une salle, parfois on se retrouve à 2, 3, surtout avec la pénurie qu'il y a pour le moment. Il faut apprendre aux gens aussi à tenir un masque, et leur apprendre qu'ils ne doivent pas aller mettre leurs doigts dans les tissus mous, parce qu'alors vous envoyez la langue de l'enfant et il ne ventile plus. C'est quelque chose qui est parfois très difficile à faire comprendre aux gens, c'est qu'ils ont habitué à tenir un masque chez un adulte où on tient le masque le mieux possible. Non, chez l'enfant, les doigts, ça se met sur les os. Et donc pas sur les tissus mous. C'est important, keep your fingers on the bones, ça c'est vraiment important. L'autre chose aussi, et là j'en reviens un petit peu à ce que tu disais de la laryngoscopie et du vidéolaryngoscope, je reste, même si je sais qu'à Lutte, par exemple, ils emploient beaucoup de vidéolaryngoscopes, je reste un fervent défenseur de la laryngoscopie directe. Pourquoi? Mais parce que un laryngoscope un laryngoscope pédiatrique, ça ne se tient pas comme un laryngoscope adulte. Quand je vois les enfants quand je vois les PG qui tiennent le laryngoscope pédiatrique comme une fourche, je leur dis toujours, t'es pas occupé à retourner ton jardin, vieux. Il faut tenir un laryngoscope pédiatrique comme c'est expliqué ici. Et ça, c'est de nouveau dans ce merveilleux site de la Tufts University que vous allez trouver ça. Ça se tient vraiment comme ça. Et vous allez voir que ça a plusieurs avantages de tenir sur un laryngoscope comme ça. On est beaucoup plus précis. Et ce n'est pas facile à faire de tenir un vidéolaryngoscope comme ça. J'ai essayé de le faire, ils ne sont pas faits. Le manche des vidéolaryngoscopes n'est pas fait pour ça. Et donc ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est que ici on a une milaire droite. On peut très bien employer les lames courbes. Et moi, j'ai toute une série de lames à côté de moi, parce que vous pouvez voir votre enfant, vous ne savez jamais très bien quelle lame vous allez employer. Et donc l'idéal, c'est d'avoir vos 2-3 lames à côté de vous, et si ce n'est pas la bonne, vous la changez. Si vous devez commencer à changer la lame du vidéolaryngoscope, d'abord si vous changez 3 fois, vous faites engueuler par le chef de service parce que vous avez gaspillé de l'argent. Ici, vous n'avez pas de souci, vous changez votre lame, vous la nettoyez après. Et quand je pars en Afrique en mission, j'ai une petite boîte avec toutes les lames. J'ai 4-5 lames de Miller, j'ai des lames courbes, j'ai plein de choses. Et ça, je pense, c'est important à savoir aussi, c'est qu'il faut avoir plusieurs sortes de lames de laryngoscope à côté de soi quand on veut intuber. L'autre chose aussi, c'est que l'angle avec lequel vous allez découvrir l'épiglotte n'est pas la même que chez l'adulte. Et plus les enfants sont petits, plus l'épiglotte va vous apparaître grande. Et ce que je vois bien souvent, c'est que les gens veulent s'acharner à voir le tube qui rentre dans les cordes.
En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Vous avez 50% de chance de vous tromper. Il n'y a que 2 trous là-bas. Hein. Donc, ce qui est important, c'est que le tube aille dans le bon trou. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le repérer. Et la meilleure façon de le repérer, c'est de faire cette photo que j'ai piquée à Francis. En fait, c'est Francis qui a fait ces photos. Et je crois que c'est sa main. Je ne sais pas dire, je ne connais pas assez pour savoir si c'est vraiment sa main. Mais vous voyez qu'on a, quand on tient le laryngoscope comme on dit qu'il faut le tenir, on a un avantage, c'est qu'on a un petit doigt qui n'a rien à faire. Et on a un petit doigt qui va servir à ramener ramener la glotte vers la lame de laryngoscope. Et ça, c'est très, très utile. Trop souvent, on voit les gens qui demandent à l'infirmière de faire ça. Mais la pauvre infirmière, elle ne sait pas ce que vous voyez, elle ne vous aide pas vraiment, vous le voyez bien. Et quand vous faites ça, et qu'avec votre petit doigt, vous ramenez la glotte vers vous, tout d'un coup, vous voyez l'endroit où vous allez mettre le tube. Vous mettez le tube devant, vous relâchez le tout. Vous relâchez le tout et vous glissez le tube dedans. Voilà quelques petits trucs que je voulais vous dire sur l'intubation. Il y a encore plein de choses à dire sur l'intubation chez l'enfant. Le but de ce cours-ci n'était pas ça, mais sans intuber, on ne sait pas ventiler. Hein. Ça, c'est une chose. Donc, c'est quelque chose d'important que je voulais vous dire et je voulais vous rappeler ces choses-là aussi. Alors, quelques particularités physiologiques aussi. Bon, on ne va pas redire que l'enfant n'est pas un petit adulte, mais les poumons des enfants ne sont pas encore les mêmes que chez les adultes. Ils ont beaucoup moins d'alvéoles par rapport à leur poids, et donc le poumon est moins compliant de l'enfant que le poumon adulte. Il y a beaucoup moins de fibres élastiques qui tiennent les bronches et les bronchioles ouvertes, et donc ils ont plus facilement tendance à fermer leurs bronches, et le volume de fermeture est beaucoup plus facilement atteint chez l'enfant que chez l'adulte. Ça, c'est une première chose. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'une fois qu'on les endort, on voit que la courbe change et que la capacité résiduelle fonctionnelle de l'enfant diminue très fort et arrive près du volume de fermeture. Et donc ça, c'est important aussi parce que déjà, quand on voit un enfant qui respire normalement, ils sont proches. La ventilation minute ici, et c'est intéressant de voir qu'en fait, le volume courant de l'enfant par rapport au kilo, c'est presque le même que l'adulte, c'est 6 millilitres par kilo. Alors, on se bat beaucoup et tu te demandes pourquoi aller mettre 10 millilitres kilo, mais toi, tu respires 6 millilitres kilo pour le moment. Hein. Donc, pourquoi est-ce que tu veux ventiler à 10 millilitres kilo alors que là, tu ne le fais pas? Respire un peu mieux, quoi. Hein. Respire un peu mieux. Non, mais c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi on veut absolument mettre tant de volume, ça ne sert à rien, c'est pas ce qu'on fait naturellement, nous, pour le moment. Peut-être moi un peu parce que je suis énervé, encore que ce que je fais maintenant, c'est augmenter ma ventilation minute, oui. Ça, c'est vrai. L'enfant augmente beaucoup sa ventilation minute, mais à peu près le même nombre de minutes par kilo. Et ça va être important après quand on parlera du volume qu'on va mettre chez l'enfant. Par contre, on voit bien que le volume de fermeture, eh bien, il est proche chez l'enfant de sa ventilation normale, alors qu'il est en dessous chez l'adulte et que normalement on n'atteint pas ça. Chez l'enfant en situation normale, il est proche. Il est proche et il est d'autant plus proche que les enfants, pour justement ne pas avoir d'atélectasie tout au long de leur vie quand ils sont éveillés, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Mais ils ont plusieurs moyens de compenser ça. Et ils ont plusieurs moyens que nous, on va abîmer ou on va éteindre lors de l'anesthésie. Ils maintiennent une sorte de tonus musculaire pendant tout le cycle inspiratoire. Même en expiratoire, les enfants maintiennent un tonus respiratoire positif pour arriver à maintenir leurs bronches ouvertes à cause de cette tendance à fermer les bronches. Ils ferment leur glotte pendant l'expiration. Ils ne vont plus savoir faire ça aussi quand on arrive quand on les ventile. Ils respirent par le nez. Souvent, quand on les endort, on ouvre la bouche et ils commencent à respirer par la bouche. Hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir aussi. Ils commencent à inspirer déjà pendant l'expiration, les enfants. Ce qu'ils ne vont plus savoir faire, parce que c'est quelque chose c'est un mécanisme neuronal qu'on va empêcher lors de l'anesthésie.
Donc, beaucoup de ceux-ci, dès qu'on les endort, ils perdent tous ces mécanismes-là. Et donc, on va en arriver à ce que tous leurs mécanismes compensatoires disparaissent. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à retenir. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important à retenir. C'est que beaucoup plus que chez l'adulte, quand on endort un enfant, dès qu'on l'endort, il perd conscience, il perd tous ces mécanismes que inconsciemment il a quand il est éveillé pour ne pas avoir ces micro-atélectasies qui se passent. Parce qu'en fait, chez l'enfant, ce qui est important, ce n'est pas les grosses atélectasies, parce qu'on ne va pas en avoir, ou on essayera de ne pas en avoir. Mais ce qui est important aussi, c'est les micro-atélectasies, et je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Et donc, toutes ces choses-là, qu'on va perdre l'autopipe nasale, parce que le fait de respirer par le nez, ça vous donne une pipe, hein, ça vous donne une autopipe. Hein. Le fait de respirer par la bouche, vous la perdez, et donc ça, c'est important. Le fait que le diaphragme est essentiel chez l'enfant, et on en a parlé maintenant, mais vous allez perdre beaucoup de ça aussi en l'endormant, votre enfant et tout ça. Donc, c'est vraiment important, il va y avoir des micro-atélectasies qui vont se passer rapidement chez l'enfant. Micro-atélectasies, vous allez me dire, c'est pas important, c'est des atélectasies qui sont importantes. Les micro-atélectasies, est-ce que c'est important? Il y a un merveilleux article que je vous demande, que vous pouvez lire, qui date déjà d'il y a quelques années, mais qui explique comment la physiologie des lésions induites par la ventilation. Et en fait, on voit que normalement, dans une zone de poumon, toutes les alvéoles sont à peu près les mêmes. Toutes les alvéoles sont à peu près les mêmes, ont à peu près le même shape. Ceci, c'est un schéma fait par ordinateur. Mais on voit, et en fait, il n'y a que 2 à 3% de champ de variation de ventilation chez un enfant dans les alvéoles, entre l'inspiration et l'expiration. C'est tout le poumon qui varie, mais par alvéole, on ne varie le volume qu'entre 2 et 3%. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, sauf si on crée une micro-atélectasie à un endroit du poumon, comme ici, une toute petite atélectasie, alors là, les alvéoles à côté trinquent beaucoup plus. Et c'est ça qui va créer les dommages. C'est ça qui abîme les alvéoles, et surtout les alvéoles de ces petits-enfants qui sont déjà fragiles. Et je vous montre ça ici. Ah, non, ça j'ai essayé. Attendez, pourquoi est-ce que ça... On le voit ici, ça c'est ça, je le repasse. Non, c'est plus facile avec une souris. Hein. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui bouge en fait. Si on prend maintenant qu'on a une micro-atélectasie, regardez ce qui se passe pour les alvéoles qui sont tout autour de la micro-atélectasie. Ce sont ces alvéoles-là qui vont souffrir. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit empêcher que ces micro-atélectasies arrivent. Et à partir de quand est-ce qu'elles arrivent? Si vous ne faites pas attention, elles vont arriver dès que vous commencez à endormir l'enfant. Dès l'induction, vous allez avoir ça. Parce que tous les mécanismes que l'enfant fait pour ne pas avoir ces micro-atélectasies et ne pas avoir son volume de fermeture, là, que je vous ai montré, qui est proche de sa ventilation minute, là, non, de son volume courant, vous allez le perdre dès que vous l'endormez. Donc, dès l'induction, vous allez devoir faire attention à ça. Et des gens, il y a plusieurs articles qui ont montré maintenant que quand on ventile les enfants dès l'induction avec un respirateur plutôt que de les laisser en spontané, eh bien, on a des pressions de ventilation qui sont moins grandes et on a des pressions par après qui sont meilleures et une meilleure compliance dès qu'on a intubé l'enfant. Ça, c'est un article qui a été publié il y a quelques années. Il y a un autre article qui a montré qu'en fait, si on ventile gentiment l'enfant avec l'aide du respirateur dès qu'on l'a endormi, c'est-à-dire dès qu'il est endort, on le met en PSV et on l'aide gentiment à ventiler, eh bien, on a moins tendance même à gonfler son estomac.
Gonfler son estomac, ça veut dire qu'on fait remonter le diaphragme. Je vous ai dit que le diaphragme était important chez l'enfant. Si vous avez de l'air dans l'estomac chez un enfant, vous allez créer des atelectasies basales. Ça, c'est garanti. Donc, c'est vraiment important d'éviter ça. Encore une raison en plus pour essayer d'endormir vos enfants en les ventilant gentiment dès qu'ils perdent conscience. On a parlé des hautes fractions de FiO2, mais je pense que ce qui s'applique chez l'adulte s'applique chez l'enfant déjà. Et on le sait déjà depuis longtemps, ça aussi, que ça ne sert à rien de mettre 100% des FiO2 chez un enfant qu'on va endormir. Au contraire, on est toxique. Ça a déjà été montré avant, ça a été remontré à plus grande envergure par une belle étude de Walid Abré qui montre que c'est vrai que ça, c'est les groupes avec peu de FiO2 et 1 FiO2. Dans tous les cas, les enfants à qui vous avez donné 100% d'oxygène pendant l'induction, vous allez avoir des atelectasies qui vont se faire, des atelectasies de diffusion qui vont se faire. Et donc, non seulement on sait que l'oxygène est toxique chez les nouveau-nés, au point de vue rétinopathie, au point de vue poumon et tout ça, mais c'est aussi toxique pour avoir ces micro-atelectasies. Donc, par pitié, ne donnez plus 100% d'oxygène à vos enfants que vous endormez. 80%, ça suffit suffisamment. Il y a même une étude qui montre, qui est récemment faite par les Allemands, qui ont montré que même à 60%, on est encore mieux. Alors, je ne sais pas s'il faut descendre jusqu'à 60%, parce qu'au moment où on intube, à ce moment-là, on serre les fesses. Ce que moi je fais souvent, c'est les endormir à 50-60% pendant tout le temps, parce que là, on ne gagne rien du tout. Surtout si on prend la précaution, comme je vous ai dit, de les ventiler dès qu'ils s'endorment, de les aider dès qu'ils s'endorment. On ne laisse pas un enfant en spontané dès qu'il est endormi. On l'aide, et on lui met une petite pipe pour éviter ces micro-atelectasies. D'autant plus que de plus en plus, on a tendance maintenant qu'on a le rocuronium et qu'on a le Sugamadex, on peut curariser nos enfants assez rapidement et donc pour avoir des facilités d'intubation, on les curarise assez tôt et on augmente aussi la capacité résiduelle fonctionnelle dès qu'on curarise l'enfant, puisque tous ces mécanismes au niveau du thorax sont perdus et donc vous allez avoir des micro-atelectasies qui vont se passer. Donc réellement, essayez d'employer un circuit circulaire maintenant. Je pense, et j'avais encore, tantôt on en discutait encore pendant la pause là-bas, je pense que le bon vieux Jackson Rees, il doit encore exister. On doit encore l'avoir en salle. Je ne vous dis pas de le jeter parce qu'il m'a encore tiré d'affaire pas plus tard qu'il y a 2 jours. J'ai eu un enfant qui a désaturé, je ne comprenais pas pourquoi, pendant une artériographie cérébrale et une embolisation d'une grosse fistule artério-veineuse cérébrale. Je ne savais pas ce qui se passait, il désaturait. Je n'ai pas eu le temps de faire autre chose que de prendre mon bon vieux Jackson Rees et de le ventiler à la main. Dans ces cas-là, quand vous êtes dans la merde, le Jackson Rees va vous sortir d'affaire. Mais quand vous endormez un enfant, nos respi et les progrès qu'on a fait dans les respi maintenant, dans le temps, pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas employer un circuit avec des valves? Mais parce que les valves, c'était fait avec de la bakélite qui n'était pas de bonne qualité. Il y avait une résistance terrible pour les enfants respirants spontanés. C'était pas facile. On avait des circuits qui n'étaient pas terribles. On n'avait pas de compliance qui était compensée par le respi et tout ça. Tout ça n'est plus vrai maintenant avec les respi qu'on a maintenant et les respi modernes, ça n'est plus vrai. Donc, ne endormez plus vos enfants avec ça. Déjà, il y a quelques années, Grégory, le patron d'anesthésie à Toronto, avait bien montré que la soi-disant main éduquée de l'anesthésie, c'était de la blague. Les anesthésistes, ils clampaient, ils leur disaient, vous fermez les yeux, je clamperai, je relâcherai le tube et vous me dites quand il est clampé ou pas. Les gens ne se rendaient même pas compte quand le tube était clampé ou pas. Donc je pense que c'est un peu du mythe, ça, c'était un peu du mythe qu'on se donnait. Endormez vos enfants avec votre respirateur et dès qu'ils perdent conscience, mettez-les en pression de support et pour les aider. Comme ça, vous avez directement, ils ne restent pas en spontané.
Voilà. Donc je résume ça ici. Dès que je suis endormi, ne me laissez pas en spontané, par pitié. Ne me laissez pas en spontané. Aidez-moi avec un circuit et aidez-moi à respirer. Ça, c'est quelque chose d'important. Ventilation protectrice. Quel est le but de la ventilation protectrice? Bof, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien. Je crois que Laszlo en a assez parlé. Je pense que c'est encore pire chez les enfants. On ne le sait pas, parce que peut-être que même s'il y a eu des études chez l'adulte, il n'y en a pas eu chez l'enfant. Hein. Ça, je peux vous dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup chez l'enfant. Il y en a eu en néonate chez les enfants avec des ARDS, c'est des enfants compliqués, mais en anesthésie, pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de reprendre les idées que les anesthésistes adultes nous ont données, et on essaye. Par contre, il faut quand même vous rappeler, c'est ce que je vous disais, que le volume physiologique chez un enfant, c'est 6 millilitres par kilo. Allez le ventiler à 10 millilitres par kilo, on n'est plus dans les volumes physiologiques, hein. On est largement au-dessus. Donc ça, je pense que ça, c'est plus raisonnable. C'est pas raisonnable du tout. Et c'était ce que les Français avaient remarqué dans l'étude qu'ils ont fait en France. Il y a encore beaucoup d'anesthésistes français qui ventilent leurs enfants avec 10 minutes par kilo, voire plus. Je pense que c'est pas raisonnable. C'est pas ce que l'enfant fait normalement. Il n'y a pas de raison de le faire une fois qu'on l'endort. Donc je pense que entre 6 et 8 minutes par kilo, ça correspond à ce qu'il faut faire. Les VILI, mais les VILI chez les enfants, on ne les a pas tout à fait démontrés, on n'est pas tout à fait sûr que ça existe. Pourquoi? Parce que le poumon de l'enfant n'est pas le même que le poumon de l'adulte. Il y a du surfactant qui, chez l'enfant qui est présent encore en plus grande quantité, sauf bien sûr chez les prémains. Mais il y a l'élastine et les tissus élastiques, je vous l'ai montré, sont différents. Il y a beaucoup plus de tissus conjonctifs chez l'adulte que chez l'enfant. Donc, ce n'est pas les mêmes poumons. Et donc, il n'y a probablement pas la même susceptibilité des enfants à avoir des barotraumatismes et des volotraumatismes. Par contre, les atélectotraumatismes, c'est un mot que j'ai inventé moi-même, vous pouvez les avoir facilement si vous n'êtes pas prudent dès le début. Et là, je vous ai montré que c'est pas là où il y a l'atelectasie qui a un souci, mais c'est l'alvéole qui est juste à côté de l'atelectasie qui va en prendre plein la gueule, si je peux me permettre l'expression. Et donc ça, c'est important, c'est d'empêcher ces micro-atelectasies. Je reviens là-dessus parce qu'en fait, si vous avez une capacité fonctionnelle respiratoire qui diminue, et elle diminuera au moment où vous l'endormez, vous risquez de ventiler vos enfants dans cette zone-là, dans une zone où, en fait, la compliance du poumon est dégueulasse. La meilleure compliance du poumon, c'est lorsque vous le ventilez ici dedans. C'est là que vous avez un volume pulmonaire, qui est un changement de volume pulmonaire qui est le meilleur par rapport à la différence de pression. Et donc, c'est la définition de la compliance. Comment faire? Simplement mettre une pipe chez les enfants pour que vous ne puissiez pas descendre en dessous et aller ventiler vos enfants dans cette zone-là, qui n'est pas une bonne zone de ventilation. Et je pense qu'un enfant qu'on ventile, ça ne se ventile pas sans pipe. Dès qu'un enfant est ventilé, il doit avoir une pipe. Une pipe à combien? Une pipe à au moins 5. Il doit avoir au moins une pipe de 5 parce que c'est ce qu'il a quand il respire, quand il est chez lui dans son berceau. Donc dès qu'on vous ventilez votre enfant, dès que vous l'endormez, vous mettez une petite pipe à 5. Avec 5, vous n'allez pas remplir l'estomac. La pression d'ouverture normalement de l'œsophage, c'est aux alentours de, on va dire, 19-20, donc vous serez en dessous. Vous devez avoir chez un enfant la driving pressure idéale, et ça, Walid Abré l'avait bien étudié. La driving pressure idéale chez un enfant, c'est entre 10 et 13. Donc si vous mettez 5, vous mettez 10 en plus, vous ventilez avec 15 de pression maximale. Et vous êtes dans les driving pressures tout à fait normales. Vous pouvez aller jusqu'à 18. Donc et vous êtes en dessous du fait que vous allez remplir l'œsophage et remplir l'estomac. Donc ça, je vous ai déjà montré. Oui, mettre une pipe, c'est certain.
Et de nouveau, ça a été bien démontré que les enfants qui ont une pipe augmentent le travail élastique des poumons si vous mettez une pipe. Donc il y a 1001 raisons de mettre une pipe chez l'enfant. Non seulement les empêcher d'avoir cette microatectasie, mais avoir une meilleure compliance. Vous travaillez dans cette zone où le poumon a sa meilleure compliance. Vous ne travaillez pas dans les zones en bas et vous ne travaillez pas dans la zone au-dessus non plus, où Laszlo vous a bien dit, on est over-distendu et on ne gagne plus en volume par rapport à la pression. Donc on ne gagne rien du tout qu'en point de vue compliance. Donc c'est vraiment l'idéal. Quelle est la meilleure combinaison? Et ça, c'est un article assez récent, mais qui est vachement compliqué à comprendre parce que les résultats sont très très mal présentés. C'est une étude qui a été faite par les Coréens sur un grand nombre d'enfants, comme ils peuvent en faire chez eux, et où ils ont étudié différents volumes. Ils ont étudié 8 millilitres avec une pipe à 8. Ils ont étudié 5 millilitres de volume courant avec une pipe à 10. Ils ont étudié 8 millilitres avec une pipe à 10. Et ils ont étudié 5 avec une pipe à 12. Ils auraient pu encore faire plus, compliquer encore plus leur bazar. Je pense que les stats commencent à devenir un petit peu dégueulasses parce qu'ils comparent toujours les mêmes enfants. Donc je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter de faire des comparaisons multiples aussi si on va avoir des résultats valables. Et qu'est-ce qu'ils ont étudié? Ben, ils ont étudié les enfants quand ils étaient dans cette partie-ci du volume, du rapport volume compliance. Donc dans la partie ici, dans la partie idéale, là où la compliance ne change pas. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben on voit que la combinaison qui semble la meilleure, d'après cette étude-ci, mais ce n'est qu'une seule étude, et ça doit être confirmé, mais ce n'est qu'une seule étude qui doit réellement être confirmée, c'est une compliance, dans cette zone-ci, c'est là qu'on est dans la zone H, et où la zone d'augmentation de compliance est dans cette zone-ci. Et on voit que ce sont ces enfants-ci qui, quand ils sont ventilés avec une pipe à 10 et un volume courant à 5, qui semblent être dans les meilleures conditions pour avoir une bonne compliance et d'avoir une bonne ventilation. C'est là que ça semble le meilleur, et c'est les conclusions qui tirent, eux. Leurs résultats ne sont pas faciles à comprendre et je ne suis pas sûr que ça ne mérite pas d'être réétudié dans de plus grande ampleur avec d'autres volumes et peut-être pas par des comparaisons multiples parce que c'est la principale critique qu'on peut faire à cet article-là, c'est qu'ils font trop de comparaisons multiples à mon avis pour avoir des résultats valables. Mais c'est la seule que j'ai trouvée qui permettait de voir ça. Donc, en résumé de ce petit topo-ci sur le volume et sur la pipe, c'est qu'un enfant qu'on ventile, ça veut dire égal une pipe. Une pipe à combien? Ben, au moins à 5, peut-être à 10. Moi, j'ai tendance à dire, on va couper la poire en deux, on va dire 7,5, 8. 7,5, c'est difficile à mettre sur votre ventilateur. Je vous garantis, 8, c'est faisable. Donc on va dire 8, moi je ferai ça. Et je ne descendrai pas à 5, mais je descendrai à 6 millilitres de volume courant. Et c'est ce que je fais habituellement maintenant. Je fais ça habituellement et je pense que dans la mesure où dès le début, j'ai empêché d'avoir ces microatectasies, je n'en aurai plus beaucoup après parce que les poumons des enfants ne sont pas les mêmes qu'après. Et avec 6 millilitres kilo, c'est ce qu'il a toujours. Une pipe à 5, 6, c'est ce qu'il a toujours. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas des atectasies chez lui quand il est à la maison? Je ne crois pas qu'il en fasse non plus. Est-ce qu'il faut recruter? Ben, Walid Abré a fort étudié ça par différents moyens. Si vous regardez son site, vous allez trouver ça. De nouveau, le recrutement est déjà discutable chez l'adulte, mais il est encore beaucoup plus discutable chez l'enfant. Il faut certainement ne pas oublier que ça doit se faire de temps en temps. Et comme l'a dit très bien Laszlo, c'est la même chose chez l'enfant. Si votre enfant désature, on voit trop souvent le fait qu'on augmente la FiO2. Ça changerait, une atectasie reste une atectasie. Vous augmentez la FiO2, l'atectasie, elle va rester. Et si c'est à cause de ça que vous avez une désaturation, il faut recruter. Ça, c'est sûr. Et on le voit bien, mais on le voit aussi que c'est chez les enfants qui ont une pipe
qu'on a le moins d'atélectasie. Quand on ne met pas de pipe, on a beaucoup d'atélectasie qui se passe, et surtout dans les parties basales. Et donc vraiment, c'est la pipe qui est le maître mot de la ventilation. Le recrutement, ce n'est qu'un petit allié si vous pensez que vous avez besoin de recruter. C'est la même chose quand vous avez un enfant qui est endormi sur le ventre. Il n'y a de nouveau pas beaucoup d'études qui ont étudié ça. Il y a beaucoup d'études qui ont étudié, je ne vous les ai pas tous sorties, j'en ai sorti quelques-unes, qui montrent l'effet de la pipe et l'intérêt et l'obligation de la pipe chez l'enfant qu'on ventile. Il y a peu d'études qui étudient le recrutement. Il y en a une ici qui a été faite par une équipe allemande qui montre que quand les enfants sont couchés sur le ventre, mais ils ont tendance à faire des atélectasies. De nouveau, un petit recrutement une fois, ça ne sert strictement à rien. Il faut recruter souvent avec des petits volumes, ne pas overdistendre, ne pas pousser jusqu'à 25 de pression, ça ne sert à rien. Non, il faut augmenter la pipe, c'est à peu près le même principe que chez l'adulte. Et Walid Abré le dit très bien aussi, il faut augmenter votre pipe progressivement et augmenter votre driving pressure un tout petit peu au-dessus des fameux 13-14. Vous montez la driving pressure à 16 et vous augmentez la pipe progressivement et vous faites du recrutement. Vous ne prenez pas le poumon de cet enfant et vous ne le gonflez pas comme un ballon à la foire, quoi. Non, ça ne sert à rien et au contraire, vous créez des barotraumatismes. Donc voilà. Qu'est-ce qui est important? C'est sûr qu'il faut, et Walid Abré l'a bien résumé ici, il faut les ventiler avec des petits volumes courants et plus qu'on faisait avant, 6 à 8 millilitres, et avec une open lung stratégie, c'est-à-dire avoir une pipe qu'il faut mettre. Est-ce qu'il y a un meilleur mode de ventilation chez l'enfant? Il y a eu plein de discussions là-dessus, surtout en réanimation. Il y en a un peu en anesthésie. Il y a un bel article qui résume tout ça dans Anesthésie Analgésie d'il y a déjà quelques années, mais qui résume tout ça, et qui montre qu'effectivement, chez l'enfant, on pense que c'est la pression contrôlée qui est la meilleure. Et de tout temps, quand moi j'ai fait l'anesthésie pédiatrique en Angleterre, déjà on ventilait tous en pression contrôlée. On n'employait quasi pas de volume contrôlé. Vous savez tous que le problème de la pression contrôlée chez l'enfant, c'est le fait que de l'autre côté, il y a un chirurgien qui travaille et qui va changer la compliance de votre système tout le temps. Il va mettre ses mains dedans et mettre les mains dans un ventre d'adulte, c'est encore rien, c'est une petite main dans un grand ventre. Mettre une main dans un ventre d'un enfant, c'est une grosse main dans un petit ventre. Et donc vous changez beaucoup la compliance de vos poumons. Et donc en pression contrôlée, faites attention parce que la compliance va changer tout le temps et vous êtes plus sûr que le volume que vous allez donner va rester constant. Donc ça, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Eh bien, je pense qu'on est arrivé à, et malgré ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps, je pense que chez l'enfant, le mode de ventilation idéal qui se trouve sur tous les respi maintenant, c'est ce fameux mode de ventilation en pression contrôlée, parce que c'est vrai que c'est un mode de ventilation en pression contrôlée, mais où les respi qui sont vachement intelligents maintenant et vachement plus intelligents que nous, sur un certain nombre de ventilation, recalculent tout le temps la compliance et ajustent la respiration suivante en fonction du changement de compliance. Et je vous ai dit que ça changeait tout le temps chez l'enfant. Donc ça apparaît, et ça apparaît même en réanimation, comme le mode de ventilation idéal chez les enfants. C'est ce mode de ventilation qui existe maintenant sur tous les respi, qui s'appelle Autoflow chez Draeger, qui s'appelle, enfin, tous ces modes de ventilation où à chaque fois le ventilateur recalcule la compliance et va redonner le volume en fonction de la compliance de la ventilation précédente. Je pense que ça c'est important. Alors qu'est-ce qui est important là-dedans aussi à retenir? Ce qui est important à retenir là-dedans aussi, c'est que le respirateur, il calcule la compliance. Et donc ce qui est important aussi, c'est de recalibrer votre respirateur et de recalibrer
la mémoire de votre respirateur chaque fois que vous avez endormi un enfant et que vous avez changé de respi, ou que même on a refait quelque chose dans la salle d'op. Donc il y a moyen, et surtout sur les respi de rigueur, de faire simplement un calcul de compliance. Entre chaque anesthésie, vous pouvez demander à votre respirateur, recalcule-moi la compliance de mon circuit. Comme ça, au moins, son calcul n'est pas faux, parce que sinon vous partez sur des bases qui sont complètement fausses. Si vous partez avec un respi qui n'a pas dans sa mémoire la bonne compliance de respi, comment voulez-vous qu'il calcule la compliance de tout votre circuit? Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est important, c'est de retenir qu'il faut calculer la compliance, demander à votre esprit de recalculer et de remettre tout le temps cela en mémoire. Ça, c'est important. Et enfin, je terminerai, parce que j'avais promis de parler 45 et je serai à 45, donc je terminerai par quelque chose qui est aussi important chez les enfants et probablement plus chez l'enfant que chez l'adulte, c'est de surveiller la PCO2 de vos enfants. Chez l'adulte, on peut surveiller la PCO2 et si on a une PCO2 à 35, c'est pas mortel. Si on a une PCO2 à 45, c'est pas mortel non plus. Chez un enfant, il faut savoir que malgré le fait que de plus en plus on mesure la PCO2, c'est un papier récent là, qui a été publié, il y a 33% des enfants qui ont une PCO2, qui ont une PCO2 artérielle en dessous de 35 mm de mercure. Il faut savoir que chez un petit nouveau-né, en dessous de 35 mm de mercure, vous pouvez avoir des micro-hémorragies cérébrales. Rien que parce qu'ils ont une vasoconstriction cérébrale qui est très différente de la nôtre. Donc c'est important de garder une PCO2 physiologique chez vos petits-enfants. Ça, c'est quelque chose de capital aussi quand vous ventilez les enfants, beaucoup plus que chez l'adulte. Donc ça, c'est d'autres choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Vous devez faire attention à ça chez les nouveau-nés et vous devez faire attention à ça chez des procédures qui sont de plus en plus existantes chez l'enfant et dont je m'occupe beaucoup maintenant, qui sont tout ce qui est ventilation, tout ce qui est artériographie cérébrale et tout ce qui est traitement des malformations cérébrales chez l'enfant par artériographie. Et vous le voyez, on a eu 2-3 cas d'enfants qui ont fait des AVC en post-anesthésie d'une embolisation cérébrale où tout s'était bien passé et le seul facteur confondant que j'ai retrouvé, c'était une PCO2 qui avait été pendant un bon moment en dessous de 35 mm de mercure. Donc depuis maintenant, je suis très strict, je maintiens la PCO2 entre 40 et 45 et donc c'est important. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous allez me dire, mais il suffit de le faire. Il suffit de le faire, non. Il ne suffit pas de le faire. Parce que déjà, mon ami Brigitte X avait montré ça il y a quelques années, c'est que dans un groupe d'enfants, et surtout chez les plus petits, et avant 5 kilos, l'end-tidal CO2 peut surestimer la vraie PCO2. Et vous pouvez avoir une end-tidal CO2 à, on va dire, 39, et en fait, la PCO2 de votre enfant artérielle, elle est aux alentours de 35, voire même moins. Et donc ça, c'est important. Donc c'est important d'avoir un moyen, quand c'est vraiment indispensable, de contrôler ça. Ça a été reconfirmé par une étude anglaise faite sur un plus grand nombre d'enfants et qui montre bien, quand on le voit ici, qu'il y a une série d'enfants là-bas au-dessus qui ont, ici c'est en kilopascal et 1 kilopascal, c'est 7,5 mm de mercure. On voit qu'il y a un certain nombre d'enfants où il y a une différence de 7,5 mm de mercure. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une PCO2, une end-tidal CO2 à 39-40 et avoir une PCO2 réelle à 33. 33 chez un nouveau-né, ça n'est pas bon pour son cerveau. Donc il faut que vous ayez, quand vous ventilez vos enfants, au moins une fois un moyen de voir où en est sa PCO2. Et il y a 1000 moyens de voir où en est sa PCO2 artérielle. Soit vous faites un gaz du sang, soit vous faites une PCO2 capillaire, et vous allez en néonat demander qu'on fasse la PCO2 capillaire
ce que je fais s'il y a moyen. Soit si vous êtes en procédure de radio, la plupart du temps, c'est par une artériographie. Vous demandez à votre radiologue un petit peu de sang et vous l'envoyez à long contrôle. Mais il faut toujours au moins une fois contrôler pour être certain que vous n'êtes pas dans ce groupe d'enfants, parce que c'est imprédictible. Tous ces enfants se ressemblent. Tous ceux-là, ils sont bien. Hein. 80% des enfants, même 85% des enfants se trouvent ici, dans le Blanté allemand. Donc, mais par contre, il y en a une partie qui se trouve là. Et vous ne savez pas lequel ça va être. Ça dépend de quoi? Ça dépend sans doute de microchantes intrapulmonaires qui ne sont pas encore fermées tout à fait, d'une autre physiologie pulmonaire qui n'est pas encore tout à fait bien. On sait, ça c'est facile à savoir, que les enfants qui ont un shunt droit-gauche, la PCO2 n'est pas, l'intidal CO2 n'est pas fiable. Mais ça on le sait, et on le sait qu'il y a un shunt droit-gauche. Un enfant normal, on n'est pas toujours sûr de le savoir. Donc, vérifiez ça un moment. Et enfin, je vous rappelle quand même qu'on n'est pas toujours obligé, pour des petites choses, d'endormir les enfants. On peut très bien aussi faire des moments où on les maintient tout à fait éveillés. Et pour des hernies et des choses pareilles, des caudales éveillées, on l'avait bien démontré avec Francis, peuvent très bien se faire. Et quand vous avez des enfants qui sont sensibles, vous n'êtes pas tout à fait obligé de les endormir. Voilà, ben je suis à 45-57, ça va. Ben voilà, qu'est-ce que je vais vous demander de retenir? Ben je vais vous demander de retenir ces problèmes de microatélectasie. Et que dès que vous endormez un enfant, ne le laissez pas en spontané. Endormez-le avec un circuit raccordé à votre esprit. Mettez un mode de ventilation assisté le plus gentil possible, mais ne le laissez pas en spontané et ne le laissez pas sans pipe. Comme ça, vous n'aurez pas ce problème de devoir réouvrir ces microatélectasies. Dès que vous l'avez intubé, mettez-lui une pipe. Et dès que vous commencez l'anesthésie de l'enfant, ne mettez plus 100% d'oxygène, ça ne sert à rien. Ne mettez pas 100% d'oxygène à la fin de l'anesthésie non plus, ça ne sert à rien. Vous allez juste créer de l'atectasie et l'envoyer à l'étage avec de l'atectasie, c'est tout. Donc avec 80% d'oxygène, vous avez amplement suffisant pour ne pas vous stresser et descendez peut-être même à 60% comme le préconisent les Allemands. Nous pensez aussi, dès que vous avez intubé à votre enfant, à vider l'estomac parce qu'ils sont terriblement dépendants de leur diaphragme. Et si vous avez de l'air dans l'estomac, vous allez être embêté par ça, il va être embêté à ça pendant toute l'anesthésie. C'est tellement facile de glisser une petite sonde noire dans l'estomac, de vider l'estomac, d'enlever l'air, d'enlever le liquide qui reste. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions.